messieurs, l'excellence se trouve dans les tiroirs et exige que le travailleur s'y penche pour le découvrir. Ainsi, c'est par cet adage que nous ouvrons le début de votre magazine Portrait de l'excellence, qui aujourd'hui nous recevons Ben. Bonjour, Grâce. Ben, c'est juste un homme comme tout autre homme et un garçon natif qui a grandi à Banda. Ben, pour l'instant, je suis à cheval entre les États-Unis et l'Afrique du Sud. Et là, je suis en train d'entreprendre dans différents domaines pour l'instant. Et je suis en train de regarder quel genre de domaine, ici précisément à Kinshasa, nous pourrons aussi nous y lancer pour voir comment ça sortir. Mais pour l'instant, je suis encore en Afrique du Sud, où j'ai un œil posé sur le développement et aussi la construction. Et aussi aux États-Unis, je suis dans les actions où nous regardons par exemple des compagnies qui ont une belle performance et du coup nous cherchons à investir avec eux pour de long terme. C'est quelque chose que j'ai appris du fait que je vis aux États-Unis et je vis aussi en Afrique, c'est le même moment. Mais je me suis rendu compte qu'au Congo, il n'y a pas vraiment assez d'entrepreneuriat. Donc, j'ai grandi ici, je suis né ici au Congo, j'ai grandi au Congo, j'ai étudié, j'ai fait toutes mes études ici. Et par après, je suis parti en Afrique du Sud, précisément au Cape Town. Et là, j'ai continué mes études universitaires. Et j'ai obtenu mon master aussi en computer science et le deuxième master en bioinformatics data science. Donc, j'ai un travail en plein temps. Aux États-Unis, en dehors de cela, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et aussi dans des investissements, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, c'est un peu ça le profil de qui est Ben, si je peux le résumer en quelques mots. Grâce. Oui, je suis congolais, mon père est congolais, ma mère aussi est congolais. Congolais, j'allais dire. Mais je ne suis pas trop. Comment je dirais, je ne suis pas trop dans la politique congolaise. Je suis plutôt dans l'entrepreneuriat. Je laisse la politique aux politiciens. Pour moi, je suis ici pour essayer un peu de voir si on pourrait créer un esprit entrepreneurial dans l'esprit congolais. C'est vraiment ça ce qui me prend en cœur. Comment dire, oui, je ne viens pas d'une famille noble. Je viens d'une famille pauvre. Ouais, j'ai tout fait à Kinshasa. J'ai tout fait, j'ai vendu les sachets, j'ai vendu de l'eau, j'étais couscousseur, j'ai vendu le braise, j'avais une boutique. Je connais tout ça. Mais à l'intérieur de moi s'est trouvé une vision de devenir le meilleur de moi-même à chaque jour. Et je me donnais à 200%, tout ce que je faisais, que ce soit la vente de sachets d'eau, de braise, la boutique, ou même la sécurité que je fais, parce que j'ai fait la sécurité en 2005-2007 comme agent de Maguigne. Donc j'ai tout fait. Je pataugeais dans tous les domaines, parce que comme je vous l'ai dit, je viens vraiment d'une famille pauvre. Mais j'avais des ambitions, et j'ai continué à avoir des ambitions, j'avais des projets, j'avais une vision pour moi-même. C'est ça que je me suis vraiment investi. Ça c'était vraiment le moment de dire. Le moment où je vais vendre les sachets pour pouvoir économiser un peu d'argent et retourner à l'école. Parce que malheureusement, quand j'avais 9 ans, mon père a tout perdu. Et du coup, quand j'avais 11 ans, je me suis retrouvé dans la rue. Et aux environs de 13 ans. Dans la rue, comment? Dans la rue, ça veut dire que j'étais devenu un vendeur ambulant. Ouais, on vendait tout ce qui était vendable dans la rue. Et une fois qu'on prenait un peu d'argent, j'amenais de l'argent à la maison et je contribuais pour que mes parents puissent faire de la cuisine. Donc ça c'était des moments vraiment durs pour moi. Et après aussi, j'allais dire plutôt quand j'ai eu 13 ans, je me suis retrouvé hors des systèmes scolaires. Alors que j'aimais beaucoup les études, voyez-vous.
Mais on n'avait pas de moyens. Et du coup, je me suis retrouvé un peu abandonné à moi-même. Et c'est là où j'ai pris la décision de prendre ma vie entre mes mains. Et depuis l'âge de 14 ans jusqu'à ce que j'ai obtenu mon master en Afrique du Sud, par exemple, je payais mes frais scolaires moi-même. Avec le fait que j'ai obtenu, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit au Congo. Ouais. Que ce soit en Afrique du Sud, au Congo, je payais mes frais scolaires moi-même. Avec l'argent que j'obtenais, le bénéfice que je faisais. Et c'est avec ça que je me suis organisé pour payer mes frais scolaires. Et alors, quand je suis arrivé en Afrique du Sud, j'avais déjà cette mentalité de me prendre moi-même en charge, de payer moi-même pour mes études, voyez-vous. Et du coup, j'ai tout fait en Afrique du Sud. Parce que l'Afrique du Sud n'est pas facile, c'est vraiment difficile. J'ai tout fait. J'ai aidé beaucoup de gens à recevoir les documents, parce que là, j'étais un activiste. Je me suis rendu compte que nous étions devant une situation où on ne donnait pas les documents à des non-sud-africains. Et du coup, je devais me lancer dans l'activisme pour pouvoir bouger les choses. On a bousculé les choses de toute manière. Et on a ouvert les portes du ministère des Affaires intérieures. Et les documents sont sortis comme cela. Nous avions aussi implanté des organisations congolaises avec quelques Congolais, qui nous avions travaillé sur ça pour aussi parler de cas de viol à l'est du pays. Ça, c'est 2008-2009. Et aussi, nous avions implanté des organisations à caractère humanitaire pour aider un peu les réfugiés et les demandeurs d'asile de pouvoir s'en sortir en Afrique du Sud. Et c'est comme cela que je suis aussi retourné à l'école pour aller étudier. Donc, le moment de douleur ont créé ces moments de joie, si je peux le dire. Bonjour, Grace. Il existe des entrepreneuriats, des idées entrepreneurs. Ben, il y a ici déjà au Congo. Il existe, c'est juste un nom comme tout autre Congolais. Mais je pense que ce n'est pas dans l'esprit congolais. Voyez-vous, c'est ça le problème. Quand vous regardez beaucoup d'entrepreneurs au Congo, ce sont les Libanais, les Indiens, les Pakistanais, les Chinois, par exemple, voyez-vous. Mais le Congolais moyen, il n'est pas entrepreneur. C'est ça aussi le problème, voyez-vous. Et du coup, ces gens-là ont le contrôle sur nous. Ils ont le pouvoir sur nous parce que ce sont eux qui disent comment fixer le prix, par exemple, du bois des tomates. Ce sont eux qui définissent le prix. Et notre gouvernement n'a pas un budget très fort. Et du coup, le gouvernement ne peut pas faire du poids ou s'imposer, même par rapport à combien va coûter le bois des tomates. Voyez-vous. Parce que même le produit de première nécessité, le gouvernement n'en produit pas. Mais la raison pour laquelle le gouvernement est faible, c'est parce qu'on n'a pas vraiment des entrepreneurs congolais dans beaucoup de domaines. Même pour acheter les stylos que nous utilisons, nous l'achetons d'ailleurs. Voyez-vous. Et moi, je pense que si les Congolais devaient aussi ouvrir l'œil dans l'entrepreneuriat, on va essayer d'aider les gouvernements congolais, aussi d'aider notre pays à s'en sortir. Sinon, je pense que les Pakistanais, les Indiens, les Chinois que je vois déambuler le rue de Kinshasa auront toujours le contrôle sur notre peuple et aussi sur notre économie. Alors que dans le pays où nous venons, comme l'Afrique du Sud et les États-Unis, où je vis, les entrepreneurs sont des Américains ou soit des Sud-Africains. Alors, je pense que le gouvernement doit aussi commencer à songer à inspirer l'entrepreneuriat dans l'esprit congolais. Alors, ce n'est pas gai de voir que le seul domaine qui produit de l'argent au Congo, quand vous êtes congolais, c'est soit la religion, soit la musique, ou soit la politique. C'est pas aisé. Et moi, je pense que les entrepreneurs congolais qui existent doivent plutôt aussi parler et partager leur expérience d'entrepreneuriat avec les jeunes congolais. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous allons normaliser l'entrepreneuriat au Congo. Et tous ces gens diplômés d'humanité ou soit de l'université n'auront plus à se dire que bon, une fois que je finis mes études, je dois aller travailler ou chercher de l'emploi. Nous avons besoin de Congolais, une fois que vous finissez vos études, de créer des emplois. Ou soit de créer votre propre emploi et devenir autonome, voyez-vous. C'est vraiment ça l'esprit entrepreneuriat en quelque sorte. Et quand vous regardez la France, vous regardez les États-Unis, vous regardez la Chine, c'est l'entrepreneuriat. C'est absolument l'entrepreneuriat, je vous grâce. Nous avions un budget de moins de 2 milliards de dollars. Le gouvernement essaie de l'augmenter à 6 milliards de dollars, 10 milliards de dollars, qui est quasiment impossible. Et nous avions une population de plus de 80 millions de personnes.
avec la corruption rampante dans nos systèmes gouvernementaux, je ne vois pas comment le gouvernement va s'en sortir. The Bluetooth device is ready to pair. Alors, moi je pense que la meilleure solution, c'est de regarder de pays autonomes, de pays qui ont déjà progressé, qui ont réussi, et de copier. C'est tout, on n'a rien à inventer, on n'a pas à réinventer la roue. On a juste à regarder c'est quoi l'Afrique du Sud, comment les États-Unis d'Amérique, par exemple, progressent, et nous faisons de la même manière, voyez-vous. On doit inspirer l'entrepreneuriat dans tout jeune Congolais. Tout jeune Congolais, surtout celui qui va à l'école. Quand vous finissez vos études, vous devez finir les études avec un esprit d'entreprendre. Nous avions beaucoup de richesses. Par exemple, nos champs, c'est une grande richesse. Oublions nos mines, par exemple. Oublions nos diamants, nos cotons, nos cobalt. Non, non, non. Les champs, par exemple, de lui-même, on peut se faire beaucoup d'argent avec cela. Voyez-vous. Nous avons un problème d'électricité. Nous avons un problème d'eau. Ça veut dire que ce sont des domaines dans lesquels nous pouvons s'entreprendre. Par exemple, comment générer de l'électricité à travers le soleil, voyez-vous, ou soit à travers le vent, par exemple. Du coup, moi je me dis que si on pouvait, par exemple, nous concentrer sur ces différents domaines, nous pourrons nous en sortir très bien, voyez-vous. On a beaucoup de domaines qui sont absolument non exploités. Bonjour, grâce. Ouais, je pense qu'on doit faire la part des choses aussi. Je ne sais pas trop à Kinshasa, au Congo, mais je sais qu'en Afrique du Sud, en France, aux États-Unis, le secteur public est différent du secteur privé. Et il doit y avoir une collaboration entre les deux secteurs. Okay. Alors, moi, je bosse dans le secteur privé, voyez-vous. Je n'ai rien à voir avec le secteur public. Et du coup, à Kinshasa, le secteur public, il est là, mais il est faible. Mais le secteur privé, il est occupé et contrôlé par des étrangers. En fait, il n'y a absolument rien de mal ou rien de mauvais que les étrangers y investissent dans notre pays. Il n'y a absolument rien de mal. Mais ce que moi je déplore, c'est qu'ils ont monopolisé le marché. Le secteur public et le secteur privé est monopolisé par les étrangers. C'est vraiment ce que moi je déplore. Et je pense qu'il y a un vide. Et si devait y avoir une conversation, c'est que les gouvernements devaient aider à ce que le secteur public et le secteur privé deviennent par exemple comme des frères ou des sœurs, voyez-vous, qu'on travaille en collaboration. Et là où le secteur public est faible, le secteur privé peut y couvrir. Mais le bénéfice du secteur privé, c'est que ces gens qui sont dans le secteur privé sont des bosseurs. Ce sont des personnes qui ont un esprit créatif. Ce sont des personnes qui savent que ça casse ou ça passe. Voyez-vous, et il y a de l'ordre dans le secteur privé. Parce que quand je viens avec mes idées, j'ai besoin de réussir. Alors que le secteur public, c'est pas comme ça. Les gens viennent et ils savent que bon, ils en ont quoi l'État, bon, ils s'en foutent, ils volent et partent. Voyez-vous, alors que par exemple, même aux États-Unis, quand vous regardez le secteur privé, vous vous rendrez compte que le secteur privé fonctionne très bien. Mais quand vous regardez le secteur public, même aux États-Unis d'Amérique, il est faible. Je vous dis vrai, il est absolument faible. Il y a un grand problème, même en France, même en Belgique. Alors, de temps à autre, le gouvernement va essayer d'aider les secteurs privés. Par exemple, il va parler aux banques et il va demander aux banques de pouvoir un peu régulariser la situation au plus vite possible, ou soit de pouvoir donner de dette aux gens qui sont dans le secteur privé aussi vite possible et aussi si facilement, pour que nous qui sommes dans le secteur privé, nous puissions avoir de l'argent et investir cela dans nos investissements, ou soit dans nos business. C'est vraiment ce que les gouvernements congolais devraient faire. Ils doivent battre le prix, ou soit, par exemple, déduire les taxes, par exemple. Si vous venez avec un conteneur au niveau de Matadi, ça va vous coûter combien? Ça coûte énormément beaucoup d'argent. Alors, le secteur public devait dire que bon, ça va. Ou soit, on doit, par exemple, laisser le port de Matadi à des privés, de personnes qui sont bien organisées et qui peuvent bien s'en sortir avec cela. Et même l'éducation, par exemple. Je pense que l'éducation congolaise est faible et que quand nous partons à l'étranger, on ne nous accepte pas. Nos diplômes sont rejetés parce que nous venons du secteur public. Mais si l'éducation congolaise était privatisée, par exemple, je pense que nous aurons une bonne éducation parce que les Congolais et les Congolaises sont vraiment intelligents. Parce que lorsque je suis parti en Afrique du Sud, j'étais le premier. En premier graduat, deuxième, troisième graduat, en licence, j'étais le premier. Ça, c'est sans doute. Donc, on est intelligent.
Mais je pense que notre éducation est faible parce que les professeurs ne sont pas bien payés et du coup il y a la corruption. Nos parents ne sont pas bien payés et du coup les élèves vont affamés par exemple à l'école. Nos étudiants ont des problèmes de transport, voyez-vous, il y a le problème d'électricité, il y a les bruits partout. Et je pense que si l'éducation congolaise doit être boostée, c'est à travers le secteur par exemple privé. Donc on privatise d'autres universités, on privatise d'autres écoles. Et voyons voir. De la même manière avec la SNL. Moi, je pense qu'on devait la privatiser depuis longtemps. De la même manière avec la Régie des eaux. Qu'on le privatise et on donne cela à des personnes, à des Congolais qui peuvent réellement jouer un bon rôle. Et je pense que le pays, petit à petit, va se mettre de... Bonjour, grâce. Premièrement, il faut avoir une vision. Que vous soyez initié ou non initié, ce n'est pas ça le problème. Le projet ne peut que réussir si vous avez une vision à long terme de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est vraiment ça ce qui nous manque au Congo. Il y a beaucoup de gens qui ont de beaux projets, de belles initiatives, mais c'est la vision. Moi, je pense que la question devait être posée sur la vision. On doit travailler l'esprit visionnaire dans l'homme congolais. Il n'y en a pas. Il y a quelqu'un qui a une boutique, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il a toujours cette boutique. Il y a une dame qui vend de la farine, 2 ans, 3 ans, 5 ans, ils vendent de la farine. Il y a quelqu'un qui a un petit taxi, 2 ans, 4 ans, 5 ans, il est toujours dans ces taxis. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vision. C'est ça le problème. Moi, je pense que monter un projet n'est pas ça le problème, parce que les Congolais sont champions à cela. Mais est-ce qu'ils ont une vision? Est-ce que l'objectif est bien défini? Pourquoi vous vendez le foufou? Pourquoi vous vendez le maïs? Pourquoi vous vendez les sachets de l'eau? Pourquoi vous vendez le braise? Pourquoi vous utilisez une moto? Pourquoi vous avez un taxi? Parce que, vous savez, les Américains disent ceci, lorsque le pourquoi est bien défini, lorsque le pourquoi est plus fort, les comment et les quand deviennent faciles. Mais alors que les Congolais commencent quelque chose sans pour autant définir le pourquoi. Moi, si je devais dire quelque chose au Congo aujourd'hui, c'est l'air de ceci. Si vous étudiez, si vous cherchez à monter un projet, ou si vous travaillez, ou si vous voulez vous marier, posez-vous juste une seule question. Pourquoi? Pourquoi vous voulez faire cela? Et passez votre temps à comprendre le pourquoi. Bonjour, grâce. Ça, c'est vraiment un problème dont le gouvernement doit vraiment y mettre beaucoup d'efforts. Parce que lorsque la monnaie n'est pas stable, le pays ne sera jamais stable. Ça, c'est connu de partout. Et moi, je pense que le problème de notre monnaie, de notre devise, le franc congolais, le faible parce que le Congolais est faible. Et ceux qui composent un gouvernement, ce sont des citoyens, des individus comme moi et toi, à qui on a donné un mandat pour y travailler. Mais si d'origine, ces Congolais, ces individus sont déjà faibles, même si vous leur donnez de l'administration, vous leur donnez de la gérance de la banque, ils ne vont rien faire. Parce qu'au départ, ils sont déjà faibles. La monnaie est faible parce que les Congolais sont faibles. Vous voulez une monnaie forte? Je dirais une monnaie forte. Alors vous devez travailler sur l'homme congolais, sur la femme congolaise. Et ça devait déjà commencer depuis l'école maternelle. Nous devons être forts parce que si nous savons comment gérer notre propre argent, nous saurons comment gérer l'argent de l'État. Et si nous savons comment gérer l'argent de l'État, comment ne pas voler, la monnaie deviendra forte. L'une des raisons pour laquelle la monnaie congolaise est faible, c'est parce qu'il y a une grande corruption. C'est ça, c'est le problème. Il y a de l'argent qui entre, il y a de l'argent qui sort. Et rien n'est tamisé, rien n'est contrôlé, aucun suivi. Et sur le plan international, votre monnaie va se détériorer. C'est ça le problème, voyez-vous. Alors, on a un problème sérieux. Moi, je pense que si on devait résoudre le problème de l'efficacité de la monnaie congolaise, on doit commencer vraiment avec l'homme congolais. Une fois que nous fixons l'homme congolais, il va fixer la monnaie congolaise. Alors, je sais que c'est vraiment quelque chose de très difficile, mais je sais que le gouvernement doit y travailler sur ça. Et sinon, nous aurons toujours le dollar, comme vous voyez, c'est ça le problème. On va dollariser notre commerce, on va dollariser notre économie, et la monnaie congolaise restera juste une monnaie locale. C'est qu'il est aussi bon, parce que si les entrepreneurs congolais doivent s'en sortir, on a besoin du pouvoir d'achat. Mais lorsqu'on a une monnaie faible, vous perdez votre pouvoir d'achat aussi. C'est ça, c'est le problème.
Donc je crois que ce n'est pas à moi d'adresser ces problèmes, mais si moi, étant que Congolais, je pouvais donner un piste d'atterrissage, je dirais que on doit premièrement aborder l'esprit congolais, on doit le fixer. Et après, je pense qu'une fois que l'homme congolais est fixé, il fixera aussi la monnaie congolaise. Bonjour, grâce. Bon, moi, je suis dans le secteur privé. Et aussi, ce que j'ai appris en Afrique du Sud, aux États-Unis, c'est que, étant qu'investisseur, nous regardons premièrement est-ce que le projet que nous devons faire, ça nous payera ou pas. Mais le gouvernement dans le secteur public ne regarde pas du tout. On n'a pas la même vision, voyez-vous. Le secteur public regarde plutôt combien cela aidera le pays, le peuple, la nation, et tout, voilà, voyez-vous. Et des fois, c'est vraiment un problème complexe. C'est ça le problème. Exactement. Et pour booster cela, je pense qu'il va premièrement falloir comprendre en fait qu'est-ce qu'eux ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ceux qui sont dans le service, ceux qui ont l'autorité pour y contrôler le système. C'est à eux d'être honnêtes. Ce n'est pas à moi de venir essayer de donner des solutions. Voyez-vous? Moi, j'apporterai les solutions dans mon entreprise. Bonjour, grâce. Oui. En fait, on doit jouer à un jeu juste. Et la justice est là pour se rassurer que le jeu est juste. Voyez-vous? Et qu'il n'y ait pas de favoritisme. Par exemple, si un enfant d'un certain ministre ou d'un certain sénateur a amené par exemple un produit et qu'il le faisait entrer sans pour autant payer, il peut vendre ce produit à un bas prix. Et il aura de l'avantage sur nous qui amenons un produit et qui suivons la légalité. Alors si la justice par exemple se rendait compte de ces genres d'incidence, la justice peut frapper fort pour qu'il n'y ait pas ces genres de zizanie, voyez-vous un peu cela. Et si la justice n'est pas distributive, et du coup vous allez vous rendre compte que ça va décourager beaucoup des entrepreneurs d'entreprendre. Parce que le système il n'est pas juste, voyez-vous. Et c'est à la justice de reconnaître qu'il existe des gens qui font entrer des histoires de produits sans pour autant jouer au jeu juste. Voyez-vous, ça veut dire qu'ils boycottent, soit ils passent au-dessus du système et ils contrôlent le prix facilement. Mais si on pouvait se rendre compte de toutes ces magouilles, de tous ces magouilles qui se passent, et que la justice disait que bon, à partir d'aujourd'hui, voilà ce qui va se passer. Vous faites ça, vous faites ici, vous êtes ici. Et la justice aussi instruit tous ces départements qui contrôlent les commerces, par exemple. Je pense que le jeu sera juste, ça va nous pousser, les entrepreneurs, à pouvoir regarder comment amener notre produit. Mais pour l'instant, par exemple, c'est difficile parce que quand vous regardez un produit, par exemple, comme de véhicules et que vous cherchez à les amener ici à Kinshasa, c'est pas facile. Voyez-vous, quand vous regardez, par exemple, le produit comme le frigo, par exemple, ou soit le micro-ondes, et les amener ici à Kinshasa, c'est pas facile. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des Indiens, des Chinois, et qui amènent leurs histoires facilement parce qu'ils se connaissent avec des généraux, ou soit quelqu'un dans le système, ou un ministre quelconque, et ils font passer tout un conteneur au nom d'un certain ministre. Voyez-vous un peu cela? Donc la justice doit absolument veiller sur ça pour se rendre compte que non, les jeux de business doivent être absolument francs, honnêtes et aussi justes. Mais sinon, si c'est une justice déséquilibrée, du coup, ça ne va pas nous motiver. J'aimerais plutôt bien investir en Afrique du Sud. De un, je sais que l'économie est stable. De deux, je sais que la justice est honnête, aux États-Unis par exemple, que de venir m'aventurer ici et de perdre mon argent, voyez-vous. Et il y a beaucoup de Congolais qui ont ces idées, et aussi qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne veulent pas le perdre parce qu'ils savent que la justice congolaise est distributive. Elle n'est pas impartiale, voyez-vous. Et dans l'entrepreneuriat, si la justice n'existe pas, c'est difficile parce qu'un général peut prendre quelque chose qui n'est pas lui, qui est un produit d'un certain entrepreneur, vous allez l'accuser où? Mais imaginez-vous que si la justice était là, un général, un colonel, un ministre ne va pas sauter sur vos produits. Voyez-vous. Donc nous demandons à ce que la justice un peu soit de rigueur sur ça
Et cela va nous permettre, pas simplement moi personnellement, mais d'autres Congolais qui vivent à l'étranger, de pouvoir y entrer et de booster aussi l'économie de cette manière. Bonjour, grâce. Le bleu. J'aime le bleu parce que le ciel est bleu. J'aime le bleu parce qu'il nous permet de voir plus loin. J'aime le bleu parce qu'il est visible aussi, voyez-vous. Et quand vous regardez le ciel, par exemple, il est loin de vous, mais vous le voyez. Je répète, il est loin de vous, mais vous le voyez. Et c'est vraiment ça le bleu pour moi. Il est loin de vous, mais vous pouvez le voir. C'est ça même la vraie définition de la vision. La vision, c'est quelque chose qui est trop loin, mais vous le voyez dans le présent. Et du coup, pour moi, j'ai toujours associé le bleu à la vision. Ouais, et du coup, c'est ma couleur préférée. Bonjour, grâce. Je mange tout. Je mange tout. Vous savez, j'ai vécu au Congo, oui, j'avais des plats préférés. Quand je pars en Afrique du Sud, les plats préférés n'existent plus, voyez-vous. Je devais m'adapter au nouveau plat sud-africain. Et quand je suis allé aux États-Unis d'Amérique, ça n'existe plus. Et du coup, je mange tout. Je n'ai pas vraiment à dire que j'ai un plat préféré. Parce que, de toute façon, je mange une seule fois la journée. Sérieux? Ouais. Bonjour, grâce. Pas vraiment un dernier mot, parce que je pense que je vais revenir encore. Mais moi, je pense que si j'ai quelque chose à dire, c'est que j'ai besoin de voir l'esprit entrepreneurial dans l'homme congolais. Il nous manque. Il nous manque. Les Congolais sont très intelligents, on est brillants, on est courageux. Mais on est mal payé. Et on te paye mal, tu restes à ce travail. Et quand je pose la question, pourquoi tu restes? Ils disent que vous avez un choix. Vous avez un choix, non, tu as un choix. J'ai besoin de dire aux Congolais que vous avez un choix. Moi, j'ai transformé ma vie avec un salaire de 35 $ le mois. Je me suis rendu compte que j'avais un choix. Tout commence par ce choix. Une fois que vous vous rendez compte que vous avez un choix, vous pouvez quitter votre boulot. Oui, le mois qui suivront seront difficiles pour vous, ça c'est vrai. Peut-être une année, 2 ans, vous serez dans une merde totale. Mais ce qui est vrai, c'est que la vision que vous aviez, la vision que vous avez créée, et même la dignité que vous vous donnez vous-même, elle va faire en sorte que vous puissiez avoir une idée, que vous pouvez travailler sur cette idée et vous allez vous en sortir financièrement. Les Congolais doivent apprendre à se dire que j'ai un choix. Si on te paye mal, quitte. Ça c'est vrai. Moi, je n'allais pas être où je suis aujourd'hui si je ne quittais pas mes emplois. Je savais que je méritais mieux. Je savais que j'avais plus à donner. Alors si j'avais un chef, si j'avais un manager ou un PDG qui ne respecte pas qui je suis, je quittais la compagnie. Et il est vrai que ma famille, mes amis disaient, mais toi, Yolina, on salate, mais aujourd'hui, ces gens-là, ils m'apprécient. Parce que j'ai osé dire que j'ai un choix. Donc, on a tous un choix. Quand vous étudiez, vous avez un choix. Il ne faut pas juste aller dire que nous avons un droit parce qu'on a un choix. Non, non, non. Vous faites les droits pour un but précis. Vous êtes en train de travailler, vous travaillez pour un but précis. Et si votre chef, si votre PDG ne vous respecte pas, quittez. C'est mieux de passer 1, 2, 3, 6 mois sans travail jusqu'à ce que l'inspiration vienne à nouveau et que vous vous lancez dans quelque chose de différent qui peut-être vous payera que de rester dans un travail où vous n'êtes pas respecté. Aujourd'hui, je me sens respecté parce que j'ai choisi qui doit être mon boss. J'ai choisi qui doit être mon collègue. J'ai choisi quelle compagnie je vais travailler avec. Et c'est ça ce qui nous manque, nous, les Congolais. Nous pensons qu'on vous donne un travail, on doit être, comment dire, en anglais on dit grateful. Voyez-vous, les mots m'échappent en français. Ça veut dire que vous devez montrer la gratitude lorsqu'on vous donne un travail. Mais ce que j'ai appris aux États-Unis, même en Afrique ici, c'est pas comme ça. Non. Quand je travaille, ça veut dire que je fais entrer, par exemple, 100 $ et que moi, on me paye 30 $. Voyez-vous, donc le boss, lui, gagne 70 $ sur moi. Et si je ne suis pas là, peut-être le boss n'aura pas ces 100 $. Et du coup, le boss me respecte. Parce qu'il sait que c'est à travers moi qu'il lui touche beaucoup, que la compagnie existe. Mais si au Congo, on ne respecte pas les employés,
Moi aussi, j'étais employé ici, j'ai travaillé ici, je sais comment on est traité. C'est la raison pour laquelle je demande aux Congolais, oubliez les emplois. Venons tous dans l'entrepreneuriat. D'ici là, nous allons commencer des séminaires et nous allons essayer un peu de partager l'esprit entrepreneur avec beaucoup d'autres Congolais. Nous allons commencer cela avec le professeur de Saint-Michel, collège Saint-Michel à Bandalungwa, et aussi du lycée au ministère à Bandalungwa, pour leur permettre à ce qu'ils ne puissent plus vivre simplement d'un salaire. Si vous avez un travail, je demanderai aux Congolais de chercher, après leur travail, de chercher une idée qu'ils peuvent entreprendre, qui doivent leur donner un peu plus d'argent. Et encore, si je pouvais en finir, je dirais, vous avez un choix. Vous touchez ce que vous touchez parce que vous avez fait le choix. Vous gagnez le montant que vous gagnez parce que vous avez fait ces choix. Vous vivez où vous vivez parce que vous avez fait ces choix. Vous êtes marié à la personne dont vous êtes marié parce que vous avez fait ces choix. Vous êtes pauvre parce que vous avez fait ces choix. De la même manière, vous pouvez être riche, voyager le monde, entreprendre, avoir de beaux diplômes parce que vous avez aussi le choix. Tout dépend de la manière dont vous allez utiliser votre choix. Alors, à partir d'aujourd'hui, ne dites jamais que vous n'avez pas de choix. Vous avez un choix. Et au fond de vous-même, vous êtes un choix. Mesdames et messieurs, la nation s'est construite par la formation des citoyens vers une auto-prise en charge afin de susciter un élan axé sur le développement durable. C'était votre magazine Portrait de l'excellence qui avait reçu M. Ben. En fait, ce n'est pas un Américain, c'est un Congolais de père et de mère. Bon suite de programme sur Arc-en-Ciel.